De nouvelles informations sur le mystère de Montauk, toujours non résolu après plusieurs mois, révèlent les derniers instants de la créatrice de maillots de bain, Martha Nolan Oslatera. Elle a été retrouvée morte dans un yacht club UP des Hamptons, avec un homme plus âgé qui aurait été aperçu courant nu sur les quais, appelant à l'aide. Et maintenant, nous lisons des messages textes que Nolan aurait envoyés dans les heures précédant sa mort. Ce qu'il nous révèle sur ses derniers instants, alors que sa famille continue de chercher des réponses dans une enquête où les forces de l'ordre gardent beaucoup de détails secrets. Nous suivons l'affaire présentée par Law and Crime. Je suis Chris Stewart. Cela fait plus de 3 mois que la police de Long Island a été appelée dans un yacht club UP après le décès d'une jeune femme. Nous ignorons toujours ce qui est arrivé à Martha Nolan Oslatera, désormais connue publiquement sous le nom de Martha Nolan. Elle avait 33 ans. Elle avait déménagé à New York depuis son Irlande natale en 2015. Maintenant, Nolan s'était vraiment fait un nom à New York. Elle était une étoile montante dans le milieu de la mode. Elle menait un style de vie luxueux et trépidant qu'elle avait mérité en tant qu'entrepreneur par son travail. Le 4 août, Nolan est partie en croisière avec un homme de 60 ans ayant beaucoup investi dans son entreprise de maillots de bain. Un nouvel article vient de paraître dans le New York Magazine. Et waouh, il y a beaucoup de nouveaux détails que nous devons examiner, qui parlent des dernières heures et des derniers instants avant la mort de Nolan sur les quais du Montauk Yacht Club. L'article mentionne des détails et des messages textes envoyés à Nolan par ses amis avant sa mort. Le magazine a également parlé avec l'avocat de cet homme et a donné une réponse intéressante à la question de savoir pourquoi cet homme de 60 ans, qui était censé être son associé, se trouvait nu sur les quais après sa mort. Il aurait cherché de l'aide pour Nolan, inconscient sur son bateau. Maintenant, analysons ce qui a conduit à cette nuit-là et à ce mystère. Salut à tous, ici Martha d'East by East. Je suis la fondatrice, la directrice artistique. Nolan était la fondatrice d'une marque de maillots de bain. Elle s'appelait East by East et elle l'aurait lancée en 2022. Le magazine New York rapporte qu'elle voulait en faire une marque mondiale, bien plus qu'une simple start-up. Mais comme toutes les grandes entreprises, il faut commencer en bas et gravir les échelons. Elle a organisé beaucoup de boutiques éphémères dans les Hamptons et elle s'intégrait vraiment au cercle de riches qui fréquentent souvent les Hamptons en été. Le magazine New York rapporte que, pour donner un coup de pouce à l'entreprise de Martha Nolan, elle en a vendu 13% à un homme riche nommé Christophe Dernan. Il a 60 ans et il est lui-même veuf. Selon le magazine, sa femme se serait suicidée en 2018. Dernan a fait fortune après avoir vendu une compagnie d'assurance. Et le magazine écrit qu'il était devenu une figure incontournable des Hamptons l'été et qu'il aimait s'amuser. Il possédait plusieurs bateaux amarrés au club nautique où Martha Nolan est morte. Maintenant, Dernan aurait investi 250 000 $ dans East by East, ce qui est une belle somme, mais apparemment, cette marque avait encore besoin de plus. Et la nuit où Nolan est morte, elle et Dernan seraient sortis faire une croisière sur son bateau. Le magazine New York indique que Dernan et Nolan ont bu du champagne en admirant le coucher du soleil avant de rentrer au club nautique. Et c'était censé être une réunion d'affaires où ils parlaient de l'avenir de l'entreprise et de savoir si Martha aurait besoin de plus d'argent pour cela. Le magazine possède des messages de texte qui montrent ce que les amis de Martha pensaient le soir de cette réunion d'affaires. Ils avaient envoyé des messages parce qu'ils n'avaient pas eu de nouvelles de Nolan depuis un certain temps. Un message dit, je cite, MDR. Je pense que son téléphone s'est éteint ou qu'elle est morte. Ah, c'était juste une blague à 21h ce 20 ans. Mais c'est environ 1 heure après cela que Nolan est effectivement décédé, selon la police. Maintenant, Nolan a répondu à ce message, cependant, à 9h30, soit environ 10 minutes plus tard, en disant, je cite, mort de rire, je suis au club nautique maintenant, mon téléphone est allumé. Maintenant, ce sont les derniers instants de la vie de Martha Nolan. Et ce que la police cherche encore à déterminer, c'est exactement comment elle est morte. L'avocat de Dernan a indiqué au New York Magazine que Nolan et son client étaient sur le bateau de Dernan, appelé Ripple. Il ajoute, les deux étaient là. Ils parlaient à affaires sur les quais après avoir fait cette fameuse croisière au coucher du soleil. L'avocat dit qu'il était environ 10h30 ou 11h lorsque Martha Nolan, cette femme de 33 ans, s'est effondrée. L'avocat dit que Dernan a décrit la scène comme si elle avait eu une crise cardiaque. Femme inconsciente, arrêt respiratoire au Yacht Club. La police indique que l'appel au 911 a eu lieu vers minuit.
ce qui, selon le magazine New York, laisse une heure non expliquée selon la chronologie de l'avocat de Dernan. Nous y reviendrons bientôt. L'avocat de Dernan affirme que son client a tenté de sauver Nolan par un massage cardiaque. Mais c'est là que nous arrivons à une autre partie vraiment étrange de cette histoire, une partie qui soulève clairement beaucoup de questions. Des témoins disent bon que Dernan, 60 ans, partenaire commercial de Martha Nolan, était nu sur les quais. Le New York Post a recueilli des témoignages affirmant que Dernan courait nu sur les quais, lançait de la crème solaire sur les bateaux et tentait de réveiller les gens en criant « Faites quelque chose ». Bien sûr, la grande question est pourquoi cet homme serait-il nu un lundi soir sur les quais? Après ce qui devait être une réunion d'affaires avec cette femme de 33 ans, l'avocat de Dernan a dit au New York Magazine que son client avait dû se déshabiller car il était couvert du vomi de Nolan. Il précise que son client ignore la durée du massage cardiaque sur Nolan. Et cela pourrait expliquer l'écart de temps entre le moment où Nolan aurait perdu connaissance et serait décédé et celui où la police a été appelée vers minuit. Maintenant, Nolan était en couple avec un homme qui était beaucoup plus proche de son âge. Il a même aidé à porter son cercueil hors de l'église lors des funérailles en Irlande. Cela met en lumière un autre aspect étrange de cette histoire, car selon le New York Magazine, peu après sa mort, l'avocat de Dernan a déclaré, je cite, « Ils sont réellement sortis ensemble. Il m'a dit après que c'était arrivé qu'il l'aimait et qu'il avait rencontré sa famille. » Il affirme que Dernan a rendu visite à sa famille en Irlande, que Dernan, l'homme de 60 ans, et Nolan, la femme de 33 ans, avaient effectivement eu une relation amoureuse à un moment donné. Maintenant, je veux vous dire que la famille de Nolan affirme que ce n'est pas vrai, selon le New York Magazine, qu'il n'avait jamais rencontré Dernan en Irlande. Et l'avocat de Dernan est revenu sur certains de ses propos, disant, je cite, il dit « Nous n'étions pas petit ami et petite amie ». Et l'avocat a dit qu'il ne répondrait pas aux questions concernant une éventuelle intimité physique ou relation romantique entre Dernan et Nolan, affirmant que cela ne serait pas juste envers sa mémoire. Mais jusqu'à présent, la police n'a pas divulgué beaucoup d'informations, à part dire que cette affaire est en cours d'enquête. L'autopsie initiale s'est révélée non concluante, et nous attendons toujours les résultats du test toxicologique et d'une autopsie complète. Maintenant, ce qui alimente encore plus les spéculations, c'est la poudre blanche qui a été aperçue sur le bateau de Dernan après que la police ait quitté les lieux. Maintenant, cette image a alimenté les spéculations selon lesquelles la mort de Nolan serait due à une overdose et qu'il consommait des drogues illégales à bord de ce bateau. L'avocat de Dernan a dit au New York Magazine qu'en réalité, il ne s'agit pas d'une substance illégale ni de drogue. Ce n'est pas quelque chose comme de la cocaïne, mais en réalité, c'est de la poussière laissée par la police lorsqu'il cherchait des empreintes à bord du bateau. Maintenant, l'avocat de Dernan a déclaré que son client avait dit au détective que Nolan s'était excusé 2 fois ce soir-là lorsqu'ils étaient ensemble. Et l'avocat a dit que cela pourrait suggérer soit que Nolan devait aller aux toilettes, soit que cela pourrait être le signe de quelqu'un qui se droguait. Maintenant, la famille de Nolan a un avocat. Et il a rejeté toute forme de spéculation selon laquelle sa mort serait liée à la drogue. Il a dit au New York Post que Nolan n'était pas connu pour prendre de la drogue. Cependant, une autopsie finale et des tests toxicologiques sont très importants car ils pourraient déterminer la cause du décès de Nolan. Encore une fois, Dernan n'a été accusé d'aucun crime dans cette affaire et son avocat a indiqué au New York Magazine qu'il coopérait à l'enquête. Et il est important de noter qu'il est dévasté par la perte de quelqu'un qu'il aimait et qu'il considérait comme un ami. Je suis maintenant rejoint par David Sarny, détective à la retraite du département de police de New York. Merci d'être avec nous ici sur Law & Crime. Cet article du New York Magazine, cela apporte beaucoup d'éclaircissements, peut-être pas sur l'enquête elle-même et son avancement, mais sur la vie de Martha Nolan, cet homme avec qui elle aurait été la nuit de sa mort. D'un point de vue d'enquête, qu'avez-vous appris en lisant cet article à 60 Eyes? Merci de m'avoir invité. En lisant l'article, je vois le contexte de la victimologie et l'histoire des personnes concernées. Vous savez, malheureusement, il y a la personne décédée, la victime ici et la personne avec qui elle était liée. Et il semble que, vous savez, c'est là que vous avez des conflits de relations. À un moment, vous entendez son récit, lui et l'avocat affirment une relation intime. Et la famille affirme que ce n'était pas le cas, car elle avait un petit ami à l'époque, avant sa mort ou pendant l'incident. Vous entendrez de nombreuses histoires différentes. Et ce que font les enquêteurs maintenant, c'est qu'ils prennent toutes ces informations et essaient ensuite d'arriver à la vérité. Quels sont les véritables éléments de tout cela? Quel est vous savez, on pourrait l'examiner sous l'angle de l'analyse coût-bénéfice. Quel est l'avantage pour lui d'avoir une relation avec elle et pour elle et lui d'avoir une relation avec lui? Cela paraissait professionnel car elle débutait avec ses amis, lançant son entreprise de diverses façons.
Et puis finalement, ils finissent par trouver quelque chose et ont un bienfaiteur. Et ce bienfaiteur avait une sorte d'investissement dans cette entreprise. Et quoi qu'ils allaient faire ce soir-là, apparemment, il devait y avoir une discussion sur le fait d'obtenir plus d'argent pour l'entreprise. Mais son associé n'était pas disponible. Alors elle est allée le rencontrer. Et à ce moment-là, rien ne semblait suspect. Ils se retrouvent pour discuter de certaines choses et semblent très proches. Parce que vous n'iriez pas rencontrer quelqu'un dehors, plus tard dans la nuit, sur un bateau? Non, et il y a des détails étranges qui ressortent et on peut plonger dans tout ça. Mais j'ai l'impression qu'il y a cet aspect où, vous savez, le côté tabloïd de cette histoire, et c'est pour ça qu'elle a reçu autant d'attention. Mais il y a aussi la question de savoir si on parle ici d'une situation où quelqu'un va faire face à des accusations criminelles. La façon dont l'avocat décrit les derniers instants de Martha Nolan tels que son client les a racontés, il dit qu'elle est devenue molle et qu'elle vomissait comme après une crise cardiaque. Est-ce que cela ressemble aux symptômes de quelqu'un qui aurait fait une overdose d'une substance illégale? Eh bien, c'est ça aussi. Il faut vraiment regarder, tu reçois l'histoire. Et apparemment, la raison pour laquelle il était dehors nu, c'est qu'il a enlevé ses vêtements. Il a enlevé les vêtements parce qu'elle avait vomi dessus. Elle s'est effondrée. Il a tenté de la réanimer sans succès, a couru partout, retiré ses vêtements, puis est sorti sans appeler le 911, ce qui est étrange. Mais on ne peut pas savoir comment une personne panique. Donc on ne peut pas toujours dire, eh bien, ça le rend coupable de quelque chose. La question est, y a-t-il un crime actuellement? Or, les éléments sont insuffisants pour poursuivre. A-t-elle ingéré quelque chose qui aurait pu la rendre malade et vomir? C'est possible. Donc, aurait-elle pu croire utiliser X alors que c'était Y? Et c'est ce qui s'est passé, ou bien y avait-il, et c'est là qu'il faut examiner la criminalité. A-t-elle volontairement ingéré cette substance, ou lui a-t-on donné, ou l'a-t-elle acheté à quelqu'un? Tout cela n'est que spéculation. Ou cela a-t-il été acheté auprès d'une personne avec qui elle traite régulièrement, et cela pourrait être ce qu'on appelle en quelque sorte un mauvais lot. Donc il y a beaucoup de choses, beaucoup de pistes à explorer. Il se peut que vous ne puissiez pas impliquer le propriétaire du bateau sur le plan criminel à ce stade, mais y a-t-il une criminalité liée aux stupéfiants ou aux stupéfiants présumés? Nous n'avons pas encore le rapport toxicologique, donc nous ignorons quoi chercher. Vous pourriez chercher des emballages. Je vais vous dire, quand ils sont montés sur ce bateau, vous verrez cela. Et en tant qu'enquêteur en stupéfiants, vous soupçonniez déjà une possible ingestion de substance. Vous cherchez l'emballage de la substance. Y avait-il un emballage? Était-ce un comprimé? Comment l'a-t-elle ingéré? Et c'est là que, espérons-le, l'entretien avec la personne survivante impliquée dans cet événement pourrait vous en dire un peu plus. Et apparemment, il a été très coopératif jusqu'à présent. Nous ignorons si c'était lors d'une fête qu'ils l'ont prise ensemble ou si elle l'a prise seule et a mal réagi. Tout cela sort. C'est pourquoi j'aime le comté de Suffolk. Ils savent gérer et rester discrets. Les enquêteurs des stupéfiants seront aussi impliqués dans l'affaire. À chaque fois qu'on traite avec l'hôpital ou des substances illégales, on veut s'assurer de leur nature. Désormais, à New York, on lutte vraiment contre les trafiquants. Donc, ce n'est pas si, en cas d'overdose, nous pouvons maintenant intervenir pour poursuivre et enquêter sur les trafiquants. Oui, donc si cela revient et que c'était, je veux dire, je pense que vous savez, malheureusement, je veux dire, le fentanyl est vraiment un énorme problème partout dans le pays. Il se retrouve dans des lots et ensuite des gens perdent la vie à cause de ça. Nous ignorons si c'est le cas. La famille, elle affirme encore qu'elle ne consommait pas de drogue. Nous ne savons pas. Mais si les résultats montrent qu'il s'agit d'une overdose, dans quel genre de problème l'homme de 60 ans, avec qui elle était, pourrait-il se retrouver? Comment traite-t-on ce type d'affaires? C'est ça le problème. Maintenant, la question sous-jacente, c'est est-ce que, tu sais, comme avec John Belushi à l'époque, quand il fallait en ingérer ou s'injecter, ensuite, elle s'est retrouvée partiellement responsable de sa mort. Est-ce que c'est lui qui lui a apporté le produit? Est-ce qu'elle l'a pris avec lui? Est-ce qu'elle l'a pris toute seule? L'a-t-elle ingéré par erreur? Ces questions auraient dû être abordées lors des entretiens avec les détectives. Et c'est là qu'il faut examiner la criminalité. Quel est le crime qu'il a commis? A-t-il, comme dans l'histoire du Mickey, mis la substance à son insu, expliquant sa maladie? Est-ce lié? Leurs produits étaient-ils de meilleure qualité? Contenaient-ils du fentanyl ou une autre substance légale? Il y a beaucoup de choses que nous examinons, mais pour porter plainte contre quelqu'un en ce moment,
Ce n'est pas possible. Le tribunal de l'opinion publique est furieux et il devrait être tenu responsable. Mais les états d'esprit ici sont sciemment, imprudemment, négligemment et intentionnellement. Nous ne voyons pas cela de sa part actuellement. Nous, ainsi que les procureurs, examinons déjà cela et ils ont déterminé que nous n'avons pas assez. Le médecin légiste qualifie ces décès d'indéterminés. À New York, on parle de circonstances connues, en attendant une enquête policière. Nous sommes toujours en attente. L'enquête se poursuit pour comprendre l'affaire. Et s'il n'y a pas assez d'éléments criminels pour poursuivre la procédure, nous pourrions transmettre l'affaire au bureau du procureur. Ils peuvent décider de poursuivre ou non, ou d'engager les poursuites appropriées. Pour l'instant, ils font ce qu'ils doivent et il faut s'assurer que tout soit fait correctement. Quel type d'accusation quelqu'un pourrait-il porter ou encourir si une personne apporte une substance illégale à un rassemblement? Il ne savait pas qu'il y avait du fentanyl dedans. Bien sûr, c'est une substance illégale. Mais si quelqu'un consomme une substance que vous apportez à un événement, une réunion ou peu importe, et que quelqu'un en meurt, quel genre de problème, quel genre d'accusation pouvez-vous encourir pour cela? Il faut examiner l'intention. Pour la police, elle est moins nécessaire que pour l'accusation. Donc on pourrait dire, vous savez, possession de substances contrôlées, possession criminelle. La substance contrôlée, c'est un délit. L'ingestion forcée implique l'usage de la force. Mais pour l'instant, il y a peu de choses qui indiquent qu'il était impliqué, surtout dans cette affaire. Est-ce que quelqu'un serait inculpé pour sa mort? Et nous avons vu des trafiquants de drogue à mesure que nous remontions la filière. On l'a vu dans plusieurs cas, surtout à New York. Aujourd'hui, ils poursuivent ces dossiers, alors qu'à mon époque, dans les stupéfiants, ce n'était pas le cas. C'était comme si la responsabilité s'arrêtait à l'overdose. Désormais, on peut aller plus loin. Si un emballage inhabituel est retrouvé ou si nous découvrons le type de stupéfiant, nous examinerons aussi les réseaux sociaux et relevés téléphoniques, les siens et ceux des autres. Et pour voir s'il y a eu des contacts avec quelqu'un ou des contacts persistants avec qui ils auraient pu traiter ou des messages de texte. Ensuite, nous pouvons remonter la chaîne de ce côté-là et peut-être poursuivre la personne qui leur a vendu la drogue. Tout cela reste spéculatif car le rapport toxicologique n'est pas encore disponible. Nous ignorons donc ce qui s'est passé. Et il n'y a rien que le médecin légiste ait vu qui soit physique, aucune blessure physique. Et les détectives ont enquêté, donc aucune blessure physique. Nous n'avons rien à ce sujet. Sa mort pourrait-elle être due à une coïncidence ou à ce qu'elle a ingéré? Oui, ou autre chose. Ils décideront en fonction de cela, d'où l'importance des analyses toxicologiques en premier. Et normalement, Parce que je me souviens que l'autopsie initiale était revenue comme étant non concluante, et après ça, on attend juste l'autopsie finale et les tests toxicologiques. À New York, combien de temps ça prend normalement? Parce que si elle est morte le 5 août, le 4 août, vers minuit, à peu près à ce moment-là, combien de temps ça prend normalement pour obtenir ce genre d'informations? Ça devrait prendre quelques semaines environ. Donc, tu sais, c'est encore une autre chose. C'est comme, tu sais, peut-être que c'est quelque chose qu'ils n'ont pas. Cela n'apparaît ni dans la toxicologie initiale, ni plus tard. Donc, ils referont des tests. Tu veux t'assurer de bien faire les choses. Et si tu es arrivé que c'est devenu non concluant à ce moment-là, est-ce que ça veut dire qu'il y avait du fentanyl dedans? Souvent, lors des overdoses, cela se manifeste visiblement sur une scène de crime. C'est ce dont il s'agit. Ces overdoses qu'on m'a dit sont des scènes de crime. On verrait le produit sur place. Mais apparemment, il y avait une différence d'1 heure entre ce message texte qu'elle a envoyé et ensuite sa mort et ensuite sa possible mort à ce moment-là. Ou alors, elle traversait l'épisode qu'elle vivait et il essayait de l'aider. Il essaye de la réanimer, puis elle vomit sur lui. S'il dit avoir vomi sur elle, c'est qu'il était très proche au moment des faits. Ce genre de détail ressort en entretien. Est-ce arrivé? A-t-elle vomi sur vous ou vous êtes-vous assis dans son vomi? Il faut être précis sur ces détails. Donc, mais pour que cela devienne criminel à ce stade, ce n'est pas possible. Et c'est ça, vous savez, même si les gens veulent voir quelque chose, la réalité, c'est que la loi, c'est la loi, c'est la loi. Nous ne pouvons suivre que ce que la loi permet. Si ce n'est pas un crime, nous ne pouvons rien faire pénalement. L'application de la loi ne s'applique pas. Il faudrait donc envisager des poursuites civiles ou similaires. Mais en réalité, rien ne prouve pour l'instant qu'il lui a fait quelque chose ayant causé sa mort. Parce que je pense toujours, et encore une fois, c'est l'une de ces situations où la frontière est mince entre c'est juste étrange et suspect et est-ce un crime? Et tu reviens à la partie où elle est SNU. Parce que pour moi, c'est comme si elle a vomi sur toi et ensuite elle devient molle et elle est par terre, inconsciente. Avoir la présence d'esprit de... Ça semble juste étrange de, genre, enlever tous ses vêtements.
apparemment. Ce n'est pas comme s'il avait juste enlevé son sweatshirt et s'était enfui. Je veux dire, il les a tous enlevés et ensuite il s'est mis à courir. Mais il essaie aussi d'obtenir de l'aide pour elle, ce qui pourrait expliquer pourquoi l'appel au 911 n'a été passé qu'un peu plus tard. Ça semble juste avoir été une scène chaotique. J'imagine qu'avec cette information, si tu essaies d'avancer et que tu attends encore les résultats de la toxicologie et de l'autopsie, je veux dire, j'imagine, comment abordes-tu cette partie de l'histoire dans une salle d'interrogatoire avec quelqu'un ou non, cela ne semble pas criminel, ce n'est sûrement pas illégal dans le contexte de cette affaire. Mais en même temps, combien de vomi fallait-il pour que tu te déshabilles complètement et cours sur le quai en cherchant de l'aide? Et c'est ça aussi qu'il faut regarder. C'est là que les questions commencent, en disant, quand tu parles d'avoir pris une photo en gros plan, qu'est-ce que tu portais à ce moment-là? Donc, ce terme, c'est cette conversation, puis retourner sur la scène du crime pour voir si ça correspond à ce qu'il te raconte. Parce qu'apparemment, il avait quelque chose de caché, de la crème solaire, et il en vaporisait partout aussi. Ce sont des gestes très inhabituels. Encore une fois, c'est hors du commun. C'est pourquoi je me méfie du mot suspect. Il change la perception des choses. C'est A, B ou C. Il est rare qu'une personne impliquée dans un malaise, des vomissements ou un autre incident s'enfuit et enlève ses vêtements. C'est inhabituel. Mais c'est pour ça qu'avec les informations que tu as et l'attention aux détails que tu portes quand tu parles à cette personne, tu te dis, oui, d'accord, maintenant ça a du sens. Donc tu dois obtenir les faits, les informations qu'il te donne pendant l'entretien et les comparer avec les preuves matérielles disponibles. Et il semble que, enfin, d'après son avocat, il coopère, tu sais, il ne fait pas face à des accusations pour l'instant. Mais enfin, tu travaillais dans les stupéfiants, et je pense à cette histoire qui s'est passée au Montauk Yacht Club. C'est le terrain de jeu chic des riches et célèbres dans les Hamptons à Long Island. C'était une jeune et belle créatrice de mode prometteuse. Il y a beaucoup de choses que les médias, tu sais, qui attirent l'attention des gens. Mais sans tout cela, ce genre de scénario doit être courant, non? Tu dois en voir souvent comme détective aux stupéfiants. C'est plus fréquent que tu ne le crois. Voilà le point. La réalité de ce genre d'incident, c'est que c'est un événement très médiatisé, très sensible pour les médias, où c'est une belle femme qui, à Hammondtown, elle est sur le bateau, elle s'effondre morte. D'une certaine manière, son bienfaiteur est là. Toutes ces choses entrent en jeu, mais cela arrive plus souvent qu'on ne le pense. Et beaucoup de fois, cela arrive par groupe. En tant qu'enquêteurs en stupéfiants, si vous en avez un, vous aurez 2 ou 3 overdoses. C'est à peu près comme ça que ça se passe. Donc, vous avez des gars qui examinent les affaires précédentes de personnes qui ont fait une overdose. Et ensuite, vous tentez de relier les overdoses survenues et survivantes à celles en cours. Donc, vous examinez vraiment beaucoup de pistes quand vous parlez de ce type d'affaires. Avant, ça s'arrêtait là où la personne mourait et c'était malheureux parce que généralement, ce qui se passe, c'est que cette personne meurt. Le produit est toujours en circulation. Et en plus de ça, ce qui fait du mal aux gens, et c'est malheureux pour beaucoup de consommateurs de drogue, quand ils entendent que quelqu'un a fait une overdose, ils veulent en fait obtenir ce produit parce que ça signifie que c'est un produit vraiment puissant. Dernière question, si quelqu'un est, et c'est de manière générale, est-ce illégal de ne pas révéler la source où vous avez acheté une substance si vous vous trouvez dans une telle situation? Ce n'est pas illégal, mais c'est pour ça que très souvent, nous devons aller au-delà de l'entretien avec cette personne, au-delà de leur conversation. Donc, il faut vraiment examiner toutes les communications qu'ils ont. Cela signifie qu'il faut interroger les amis et la famille. Et très souvent, les victimes, vous savez, nous avons des personnes qui font une overdose, qui survivent et qui ne coopèrent pas. Et cela arrive. Mais dans ce cas, vous savez, son partenaire, son associé a été très coopératif. Je doute qu'ils aient beaucoup plus d'informations que ce qui a déjà été révélé. Finalement, son avocat pourrait tôt ou tard lui demander de ne plus parler à la police. Mais il faut passer par une autre voie, en d'autres termes. Il va falloir examiner leur relevé téléphonique. Tout ce qui va dans ce sens, tous les contacts antérieurs qu'ils ont eus dans le passé et approfondir un peu plus leur historique, déterminer ce que vous avez en ce qui concerne leur aspect professionnel ou leur partenariat commercial. Et nous verrons ce qui se passe ensuite dans cette histoire. Cela fait plus de 3 mois que Martha Nolan a été retrouvée morte au Montauk Yacht Club. David Sarny, inspecteur retraité de la police de New York, merci d'être avec nous sur Law and Crime. Merci beaucoup et prenez soin de vous. C'était l'affaire présentée par Law and Crime. Abonnez-vous à notre YouTube et Spotify. Je suis Chris Stewart. Nous vous retrouverons la prochaine fois.